Un de mes professeurs, qui s'appelle Michael Strauss, et qui était un professeur donc, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, journaliste de formation, avait fait tout son mémoire et avait fait même un livre de référence sur les territoires qui sont co-administrés. C'est-à-dire comme méthode de résolution de conflits. Et c'est assez vieux en fait, hein. C'est des méthodes qui datent de la Renaissance. Donc ça date, je crois, de Philippe II d'Espagne, un truc comme ça. Bon. Comment faire des territoires partagés en administration partagée peuvent être une solution à certains conflits territoriaux. Et évidemment, le Graal, ça serait en Israël, évidemment. Et là, on est très très loin d'y être pour l'instant. Mais parce que pour qu'un territoire en administration partagée fonctionne, il faut qu'il soit riche. Il faut qu'il soit riche, il faut que ce soit, alors je vais vous donner des exemples, comparables, alors c'est pas administration partagée en l'occurrence, mais dans le temps, vous aviez un pays qui était dans la même situation géopolitique qu'Israël, empire, c'est-à-dire c'était Singapour, tout petit pays, avec une religion différente, une culture différente, une économie différente, entouré de pays qui voulaient l'envahir. Et je ne dis pas, évidemment, contrairement à Israël, Singapour ne menait pas d'opération militaire en dehors de son territoire, jamais. Évidemment, ce n'est pas le cas d'Israël. Mais la situation était très très mauvaise pour Singapour. Et aujourd'hui, il y a une alliance militaire locale qui s'appelle l'ASEAN, qui n'est pas que militaire d'ailleurs, qui est aussi économique. Et les pays qui voulaient envahir Singapour dans les années 60-70, comme la Malaisie et l'Indonésie, se feraient buter sur place plutôt que de laisser Singapour se faire envahir. Parce que Singapour est riche, parce qu'ils ont leur argent à Singapour, et parce que Singapour permet aujourd'hui une stabilité financière majeure dans l'ASEAN, mais majeure. Et du coup, cette stabilité financière, elle est tellement précieuse pour la Malaisie et l'Indonésie, qui sont les deux plus grandes nations musulmanes sur Terre, à part ça, que du coup, ils sont très contents de leur alliance et ils sont très contents de la situation actuelle. Maintenant, en Ukraine, la situation nécessiterait des génies, vraiment, en fait. Mais il y en a des génies dans le monde. C'est juste que les génies ne mobilisent pas leur énergie et leur intellect sur la paix. Les génies mobilisent leur énergie et leur intellect sur autre chose. Ça peut être sur l'innovation générale, ça peut être sur les armes aussi, puisqu'après tout, si vous avez vu ce film Good Will Hunting, vous avez le personnage qui est joué par Matt Damon, qui joue un surdoué et qui voit qu'il est recruté par la NSA. La NSA lui propose de travailler pour lui, et lui il dit non, je refuse de travailler pour la NSA. D'ailleurs, ce monologue a eu un impact majeur sur Edward Snowden, donc c'est un monologue qui a vraiment pesé dans l'histoire. Eh bien, ça vous explique que quand vous êtes intelligent, la NSA va vous recruter en fait. Et la NSA, elle s'en bat les couilles de la paix, fondamentalement. Donc, que les meilleurs esprits travaillent sur comment maintenant créer des zones co-administrées par la Russie et l'Ukraine pour que ça marche en fait. Pour que ça fonctionne politiquement, que ce ne soit pas juste un vœu pieux, on dit voilà, on se crée une zone co-administrée, puis en fait, on a chacun un couteau et un flingue dans notre poche et on est prêt à s'entretuer immédiatement, mais que vraiment, il y ait des zones de co-administration russo-ukrainiennes avec des territoires co-administrés et que ces territoires soient riches. Alors vous dites, mais t'inventes pas la richesse comme ça. Bah si, parce que la guerre, elle coûte 5 milliards par jour. Donc si tu as une guerre qui coûte 5 milliards par jour, crois-moi, tu peux rendre un désert riche. Hein. Dubaï, c'est en plein désert, il n'y avait que dalle. C'est une ville riche. Alors, techniquement, non, c'est une ville surendettée, mais je ferme la parenthèse. Mais elle est surendettée envers Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est dans le désert, elle est riche. Bon. Vous projetez de l'argent dans un désert, le désert devient riche. Hein, c'est l'histoire de Las Vegas. Donc, créer des zones co-administrées entre la Russie et l'Ukraine, avec une désescalade, bien entendu, et évidemment, trouver des raisons de créer une prospérité commune autour du Dnipro, des raisons et des méthodes de créer une prospérité commune. C'est-à-dire qu'en gros, si l'Ukraine était passée à un PIB par habitant de 40 000 euros par an, enfin un PIB par habitant de 40 000 euros, avec la Russie, il n'y aurait pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est aussi simple que ça. Si l'Ukraine, et toutes les questions des nazis, machin, l'ultranationalisme ukrainien n'aurait même pas existé en fait. Si l'Ukraine avait été en position d'être à 40 000 euros par an par habitant, et que la Russie en était en partie responsable, bien évidemment, parce que sinon ça ne sert à rien, il n'y aurait pas eu de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez, c'est facile, la prospérité règle tout. Bah oui, en fait, la prospérité est connue pour réduire les guerres. Elle est connue pour ça. Et si vous avez les conditions de la prospérité qui découragent la guerre, et c'est ce que j'expliquais entre Singapour et la Malaisie, par exemple,
Singapour et la Malaisie et l'Indonésie, c'était donc encore une fois des pays qui étaient enclins à se faire la guerre, plutôt l'Indonésie et la Malaisie étaient enclines à faire la guerre à Singapour. Mais maintenant, la condition de la prospérité, c'est la présence de Singapour dans l'ASEAN, comme centre financier de l'ASEAN. Et centre financier neutre en plus de ça. Partiellement neutre, Singapour est très sous influence chinoise, mais quand même partiellement neutre. Donc, quand la condition de la prospérité, c'est la paix, les gens défendent la paix. Davantage. Ça ne veut pas dire que la paix ne peut pas sauter, notamment par des erreurs de calcul, et la Première Guerre mondiale, c'est ça, c'est-à-dire que l'exécutif de tous les pays se disent « Oh, ça va être une petite guerre qui va durer 6 mois, allez, on se met tous d'accord sur le champ de bataille, puis tout va bien ». Et puis non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça a complètement niqué le XXe siècle, ça a amené la Deuxième Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, les guerres de la guerre froide, etc. Tout s'enchaîne après la Première Guerre mondiale. Mais là, les peuples, enfin les exécutifs, plutôt pas les peuples, pensaient vraiment que c'était une guerre qu'ils pourraient contrôler. Et dans l'histoire que je vous l'ai dit, tous ceux qui croient qu'ils peuvent contrôler une guerre se plantent. On ne contrôle pas une guerre. Une guerre, c'est un feu, et c'est un feu incontrôlable. On peut l'allumer, on ne sait pas comment on l'éteint.